Nous sommes le 12 août 2025. Un alpiniste chinois nommé Guan Jing descend du sommet du K2, la deuxième plus haute montagne du monde. Elle vient de réaliser son rêve, se tenant au sommet de la montagne sauvage. Les photos sont incroyables. Elle est épuisée, mais rayonne de fierté. Il y a juste un problème. Elle va bientôt entrer dans la loterie de la mort des alpinistes. Et dans les prochaines minutes, Guan Jing allait découvrir pourquoi toute personne qui comprenait vraiment ce qui s'était passé sur le K2 cette saison-là ne remettrait jamais les pieds sur cette montagne. Car la saison d'alpinisme de 2025 n'était pas seulement étrange et mortelle, elle était bien plus troublante. Des alpinistes qui se retournaient tous les uns contre les autres d'une manière que personne n'avait jamais vue auparavant, jusqu'à des informations qui auraient dû sauver des vies et qui étaient délibérément cachées au reste du monde. Voici les vérités cachées de la saison étrange 2025 du K2. Imaginez, vous avez passé 2 ans à vous préparer pour le K2. Vous avez hypothéqué votre maison, quitté votre travail et vous vous êtes entraîné jusqu'à ce que votre corps supplie pour avoir pitié. En juin, vous atteignez le camp de base, vous attendant à retrouver les pentes enneigées menant au sommet. Au lieu de cela, vous regardez une montagne qui semble totalement différente. La montagne est brune au lieu d'être blanche. La roche nue occupe des parcours normalement couverts de neige protectrice. Et partout où vous regardez, vous pouvez voir des pierres instables qui n'attendent qu'une chose, se détacher et dévaler la pente sans prévenir. Les guides Sherpas, qui gravissent le K2 depuis 30 ans, arpentent le camp de base avec des expressions inédites. Ce n'est ni de la nervosité ni la tension d'avant l'ascension, mais de la peur. Les premiers rapports des éclaireurs et des alpinistes étaient glaçants. En fait, l'un d'eux disait ceci. Les conditions sous le camp sont horribles. Il n'y a pas de neige au camp. Les guides et installateurs de cordes affirment que c'est le plus dangereux jamais vu. Ils s'inquiètent pour K2. Maintenant, quand les guides Sherpas, des personnes qui ont passé toute leur vie sur les montagnes les plus dangereuses du monde, te disent qu'ils n'ont jamais vu quelque chose d'aussi mauvais, c'est là que tu sais que tu n'es plus face à des conditions d'escalade normales. Voici ce qui s'est passé. La chaîne du Karakoram connaissait sa pire sécheresse depuis des décennies. Au printemps 2025, il n'y eut presque pas de neige dans la région, puis des températures records atteignirent 115 degrés Fahrenheit dans des zones censées être des montagnes fraîches. La combinaison des deux a été désastreuse. Sans la neige habituelle du printemps pour créer une couche protectrice, et avec la chaleur extrême faisant fondre le peu de neige qui restait, toute la partie inférieure du K2 avait été complètement dénudée. Toutes ces pierres et débris instables, qui sont normalement maintenus en place par des tonnes de neige compactée, étaient maintenant complètement exposés et instables. Et sans cette couverture de neige, le K2 s'était transformé en une immense zone de chute de pierre, où des rochers de la taille de boules de bowling dévalaient constamment la montagne. Chaque pas ressemblait à une partie de roulette russe avec la gravité. Les équipes faisaient face non seulement à une saison d'escalade difficile, mais à une montagne transformée par le climat en un défi inédit pour les alpinistes de l'histoire moderne. Voici ce qui rend cette histoire si troublante. Face à ces conditions manifestement mortelles, la plupart des équipes auraient dû faire leur bagage et rentrer chez elles. Cela aurait été la décision intelligente et prudente. Au lieu de cela, ils ont pris une décision qui semblait raisonnable à l'époque, mais qui allait lentement pousser certains d'entre eux à bout. Ils ont décidé de rester et d'espérer que, d'une manière ou d'une autre, la montagne deviendrait plus sûre. Ils étaient loin de se douter que le véritable cauchemar était sur le point de commencer. Petit détour dans ce train du chaos. Rejoignez la communauté extrême pour accéder en avant-première à nos vidéos et sondages exclusifs. Rejoignez-nous sur Patreon, on s'y retrouve. Nous sommes le 15 juin. Vous êtes bloqué au camp de base du K2 depuis 3 semaines. Votre nourriture commence à manquer. Votre argent s'épuise. Mais enfin, il y a une accalmie dans la météo. Il est temps de monter. Vous préparez votre équipement et commencez l'ascension vers le camp 1. Il vous faut 6 heures d'escalade difficile à travers des rochers instables. Vous êtes épuisé. Vous cherchez juste un endroit plat pour installer votre tente, mais en regardant le campement, quelque chose semble étrange. Vraiment anormal. Le camp 1 est à 6000 mètres sur une pente de rochers instables, où installer une tente revient à chercher une place de parking à Manhattan. On peut trouver une douzaine d'endroits sûrs pour planter une tente sans risque de glisser d'une falaise la nuit. Dans des circonstances normales, les alpinistes suivent un code non écrit qui est respecté depuis des décennies. Premier arrivé, premier servi. Tu arrives au camp, tu trouves un endroit, tu installes ta tente. Simple et respectueux, comme toujours chez les grimpeurs.
Mais 2025 n'était pas une année normale. Cette année-là, quand d'autres grimpeurs arrivaient épuisés et avaient de besoin d'abri, ils découvraient que tous les meilleurs emplacements de camping étaient entourés de poteaux et de fils, comme si quelqu'un avait construit de minuscules camps de prisonniers autour de chaque parcelle de terrain plat. Voici ce qui s'est passé. Les équipes arrivaient au camp 1 et réservaient les meilleurs emplacements pour leurs autres membres en construisant des barrières physiques autour d'eux. Ensuite, ils laissaient les emplacements vides en redescendant la montagne. Donc, lorsque d'autres alpinistes arrivaient, épuisés et ayant besoin d'abri, ils trouvaient toutes les zones de camping sûres bloquées par des clôtures en fil de fer alors que personne ne les utilisait. Un alpiniste a filmé et partagé ce qu'il voyait avec Serge Hardy, choquant le monde de l'alpinisme. On voit bien des tentes entourées de barrières et de piquets dans la neige délimitées comme des parcelles privées sur la montagne. La vidéo est absolument surréaliste. On dirait une zone militarisée à 6000 mètres, pas un camp d'alpinisme. Lorsque d'autres alpinistes ont confronté les personnes qui faisaient cela, ils ont reçu une réponse qui montrait à quel point la compétition était devenue féroce. Nous réservons simplement des places pour nos coéquipiers. Pour eux, réserver des places à leurs coéquipiers dans ces conditions extrêmes relevait de la simple logistique, non de la malveillance. Sur le K2, il s'agit de survie. Les places sont limitées, donc ceux qui arrivent au camp en premier peuvent installer leur tente en premier. En apparence, cela paraît raisonnable et conforme à la tradition de l'alpinisme, mais cette explication posait un gros problème. Ces équipes n'installaient pas seulement leurs tentes en premier. Elles occupaient plusieurs emplacements, les protégeant par des barrières physiques, même sans les propriétaires sur place, et empêchaient les alpinistes présents d'utiliser les espaces libres. C'est comme arriver sur un parking, mettre des cônes autour de 5 places vides, puis partir en laissant toutes ces places inutilisées pendant que d'autres tournent en rond à la recherche d'un endroit où se garer. Sauf que dans ce cas, si tu ne trouves pas de place pour ta tente sur le K2, tu pourrais littéralement mourir. Un alpiniste a vécu quelque chose qui montre à quel point la situation était devenue tordue. Il a laissé sa tente au camp 1 et est descendu pour s'acclimater. À son retour, il a découvert des barrières en fil de fer autour de sa tente. Quelqu'un avait littéralement clôturé son campement pendant son absence. Réfléchissez à ce que cela implique. À 6000 mètres d'altitude, dans l'un des milieux les plus dangereux, des alpinistes dépensaient un temps et énergie à ériger des barrières empêchant d'autres humains d'accéder à un abri. Ce n'étaient pas de simples alpinistes faisant de mauvais choix. Ces sociétés d'expédition professionnelles, fortes de leur expérience, avaient consciemment mis en place un système dangereux pour les alpinistes. Mais les guerres de tentes n'étaient qu'un début, car ce qui se passait avec la communication sur la montagne était plus inquiétant. Pendant que les équipes construisaient des barrières pour s'empêcher d'accéder à un abri, quelque chose de bien plus dangereux se passait dans l'ombre. Quelque chose qui allait déterminer qui vivrait et qui mourrait sur le K2 cette saison-là. Des informations disparaissaient, et je ne parle pas des équipes gardant secrète leur stratégie, mais d'une rupture totale dans le partage des informations de sécurité essentielles. En général, sur des montagnes comme le K2, quand une équipe constate qu'une voie est dangereuse, elle en avertit aussitôt les autres présents sur la montagne. Quand des guides se blessent, ou que les chutes de pierres augmentent, les autres expéditions la prennent en quelques heures. Ce n'est pas qu'une question de bonne manière, c'est ainsi que les gens survivent. Mais en 2025, ce système s'est totalement effondré. Cela était en partie dû à des problèmes techniques. Les territoires du nord du Pakistan, où se trouve le K2, sont proches de la région disputée du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan. Les tensions militaires rendirent les communications par satellite parfois restreintes ou brouillées. La réception du téléphone portable était très instable. Les équipes restaient parfois des jours sans contact extérieur ni entre elles. La plupart des équipes utilisaient des satellites coûteux et capricieux, mais en 2025 même ces systèmes étaient perturbés. Quand ton satellite capte enfin un signal, tu as quelques minutes pour envoyer des messages critiques avant de perdre la connexion. Priorité aux communications d'urgence. Partager des infos de sécurité avec d'autres équipes, ce luxe disparaissait. Mais c'est là que cette panne technique est devenue quelque chose de bien plus sinistre. Vous voyez, les expéditions au K2 ne sont pas bon marché. Un permis d'escalade coûte des milliers de dollars. Ajoutez les guides, l'équipement, la nourriture et la logistique, et la plupart des équipes font face à des investissements de 50 000 à 100 000 dollars, voire plus. Pour de nombreux alpinistes, cela signifie des années d'économie, voire des emprunts ou des prêts impossibles à rembourser.
Après avoir tant investi dans une expédition et face à d'autres équipes en compétition pour les mêmes créneaux météo et sommets, partager des informations utiles à ses rivaux revient à perdre un avantage. Ainsi, dans le vide de communication qui s'est créé, certaines équipes ont commencé à prendre une décision calculée. Même en pouvant transmettre des messages, ils ont délibérément retenu des informations pouvant sauver des vies. Certaines entreprises ne signalaient plus publiquement les blessures de guides Sherpa expérimentés. Ils ne voulaient pas alarmer leurs clients ni donner à leurs concurrents des informations sur les itinéraires qui devenaient plus dangereux. Lorsque des équipes découvraient que certaines sections de la montagne étaient devenues nettement plus difficiles en raison de la sécheresse, elles gardaient cette information pour elles. Même les prévisions météorologiques de base étaient traitées comme des secrets commerciaux. L'alpiniste polonais Łukasz Supragon était présent cette saison et ce qu'il a vu aurait dû alerter tout le monde. Il a dit « Les chefs gardent leurs plans secrets. Une telle coopération fait totalement défaut. » Et alors que les semaines d'attente s'éternisaient, que les provisions s'épuisaient et que la patience s'amenuisait, cette culture du secret allait devenir mortelle. En juillet, la situation sur K2 s'était désespérée. Les équipes attendaient au camp de base depuis plus de 5 semaines. Les provisions commençaient à manquer. La motivation commençait à s'effriter. Le courant jet, une bande de vent d'altitude sur l'Himalaya, s'était surtout positionnée au-dessus du K2, rendant toute ascension impossible. Après 5 semaines, à fixer une montagne qui semblait déterminée à les tuer, les équipes ont commencé à craquer. Madison Mountaineering, l'un des guides américains les plus respectés, a pris la décision en premier. Leur guide principal, Terry Sylvester, a constaté les chutes de pierre et la coupure de communication, puis a exprimé tout haut ce que beaucoup pensaient. Ce n'est plus de l'alpinisme, c'est du suicide. Ils ont rangé leurs affaires, m'ont dit Claro, et sont partis. Mountain Professionals, une autre entreprise expérimentée, a fait de même. Même Mingma David Sherpa, détenteur du record d'ascension du K2, a estimé la montagne trop dangereuse et a abandonné l'expédition. L'exode a commencé un à un. Des équipes ayant longtemps planifié et économisé abandonnaient leurs rêves. Dès la première semaine d'août, plus de la moitié des alpinistes présents à l'origine sur la montagne avaient abandonné et entamé le long voyage de retour. Mais quelques équipes sont restées. Et le 5 août, lorsque les météorologues ont prédit une brève fenêtre d'opportunité, ces équipes restantes ont pris une décision qui les entrait à jamais. Ils ont décidé de tenter une dernière ascension désespérée vers le sommet. Le plan était simple en théorie, mais terrifiant en pratique. Ils grimperaient dans la zone de la mort durant la nuit la plus froide, quand les rochers étaient le plus gelés. Rappelez-vous, les parties basses de la montagne étaient sans neige, provoquant des chutes de pierres constantes, et la zone de la mort reste toujours mortelle. Après des semaines d'attente, ils n'avaient plus de temps ni d'options. C'était une roulette russe niveau timing, et contre toute attente, ça a fonctionné. Le 11 août 40, et un alpiniste mené par Mingma Jidimagin Nepal ont atteint le sommet du K2. C'était un sommet rare en août, le premier depuis 2011. Parmi eux, il y avait des réalisations incroyables. Mingmaji a égalé le record du monde avec son 6e sommet. Du K2, Maria Alexandra Danila est la première roumaine à atteindre le sommet. L'alpiniste chinoise Delici Tialikuti est officieusement la plus jeune à avoir atteint le sommet du K2. Cela a paru un triomphe face à des obstacles impossibles pendant quelques heures. Mais ensuite est venue la descente, et c'est à ce moment-là que le risque d'atteindre le sommet a finalement révélé son véritable coût. La route entre le camp 1 et le camp de base avancé était devenue ce que les alpinistes décriraient plus tard comme une galerie de tir. Souvenez-vous, c'est cette partie de la montagne qui avait été totalement dépouillée par la sécheresse. Sans la neige pour maintenir les pierres, des cailloux tombaient sans cesse. Impossible de prévoir quand ou d'où la prochaine grosse pierre dévalerait la pente. C'était littéralement une loterie, et certains alpinistes allaient tirer le mauvais numéro. La tragédie avait eu lieu plusieurs semaines auparavant. Le 18 juillet, Iftikhar Hussain, porteur pakistanais d'altitude, a été touché par une chute de pierres à cet endroit alors qu'il aidait une équipe d'expédition américaine. Il escaladait avec des guides Sherpa quand une avalanche de pierres l'a emporté. Doha Finjo Sherpa, son partenaire d'escalade, a été blessé et été évacué par hélicoptère à Skardu pour y être soigné, mais ce décès était resté relativement discret. Le blackout des communications signifiait que de nombreuses équipes ne comprenaient pas pleinement à quel point cette section était devenue dangereuse.
Maintenant, le 12 août, juste un jour après la tentative de sommet réussie, la montagne allait révéler à quel point l'alpinisme en 2025 était dangereux. Guanjing n'était pas une riche touriste d'aventure qui achetait son ascension du K2. Cette femme de 37 ans, originaire d'un village du Hunan en Chine, était une sorte de super-héroïne dans la vie réelle. Elle avait débuté comme professeure de yoga, mais l'alpinisme était devenu son obsession. Sa philosophie était simple: vivre sans regret. Au printemps 2024, elle avait gravi le mont Everest avec Imagine Nepal, la même compagnie qui l'a guidée sur le K2. Mais elle n'a pas seulement gravi l'Everest. Lorsqu'elle a atteint le sommet à 8848 mètres, elle a enlevé ses gants par moins 40 degrés et a réalisé un poirier parfait pendant 20 secondes. Au sommet du monde, où l'oxygène est réduit d'un tiers, cette femme a fait un poirier. La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux chinois. Cette petite femme s'est parfaitement tenue, en équilibre, la tête en bas, tout en portant un équipement d'alpinisme complet, au sommet du monde, littéralement. Mais ce qui rend sa tentative du K2 encore plus remarquable. Le K2 était seulement son deuxième sommet d'altitude. Elle était encore assez novice en alpinisme extrême. C'est comme passer de la conduite d'une voiture de course sur autoroute à tenter le Grand Prix de Monaco. Et le 11 août, elle avait littéralement tout déchiré. À 15h, 32h du Pakistan, Guanjing se tenait au sommet du K2. Elle avait intégré un club très fermé de moins de 900 personnes dans l'histoire. Maintenant, elle devait redescendre vivante. La descente avait commencé exactement comme elle était censée le faire. Gan a franchi le goulet d'étranglement, ce passage étroit où 11 alpinistes sont morts en 2008 lors de l'effondrement de falaises de glace. Elle a franchi les 600 mètres verticaux d'escalade technique du Black Pyramid. Elle avait franchi les sections les plus dangereuses et mortelles de la montagne la plus périlleuse du monde. Au moment où elle a atteint la section entre le camp 1 et le camp de base avancé, elle était censée se trouver dans ce que les alpinistes appellent la zone de sécurité. Ce n'était plus de l'escalade technique comparé à tout ce qu'elle venait de survivre. C'était en gros juste un sentier de randonnée. Donc, à 12h30 du Pakistan, le 12 août 2025, Guanjing descendait ce sentier familier, se sentant probablement mieux qu'elle ne s'était sentie depuis des jours. Elle avait conquis le K2. Elle était à quelques heures d'un thé chaud, de tentes accueillantes et de la certitude d'un exploit accompli. Mais quelque part, bien au-dessus d'elle, un rocher de la taille d'une boule de bowling s'est détaché de la montagne, a dévalé sans prévenir et l'a frappé à la tête. Ganès décédé sur le coup à cause de l'impact. En l'espace d'un battement de cœur, son incroyable exploit s'est transformé en une tragédie indicible. Le décès d'Iftikhar Hussain et de Guanjing a eu lieu exactement au même endroit et tous deux ont été causés par le même problème. Les chutes de pierres inédites causées par la sécheresse et la chaleur extrême de la saison 2025. C'est ici que l'histoire devient sombre. Après la mort de Guanjing, Imagine Nepal est restée totalement silencieuse. Ils n'ont annoncé sa mort ni sur leur site web ni sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas répondu aux demandes de commentaires des journalistes. Alan Arnett, qui avait suivi la saison de près, y a déclaré « J'ai contacté Imagine Nepal pour un commentaire, mais ils n'ont pas répondu ni évoqué sa mort sur leur site ou réseaux sociaux. » Ce n'était pas juste une mauvaise communication, c'était presque une dissimulation. Une femme était morte pendant leur expédition, mais ils agissaient comme si de rien n'était. Mais ça devient encore pire. Lorsque les équipes de récupération sont montées pour récupérer le corps de Guanjing, l'un des membres de l'équipe USC Gimbe et membre de l'équipe de récupération a également été blessé par une chute de pierre. La montagne était si dangereuse que les secours risquaient encore plus de vies. Pendant ce temps, les sociétés d'alpinisme sur la montagne tentèrent de manipuler le récit. Malgré les décès, les conditions extrêmes et les fréquentes chutes de pierre, ils présentaient de leurs ascensions réussies comme des triomphes de la détermination humaine. Ming Maji, après sa dernière tentative vers le sommet, a été salué pour sa 6e ascension du 2, égalant le record. Les médias mettaient en avant les exploits, minimisant les pertes humaines. Mais en coulisses, des questions sérieuses étaient à poser. Comment avait-on pu laisser les conditions devenir aussi dangereuses ? Pourquoi peu d'équipes se sont-elles repliées quand les risques étaient en clair ? Pourquoi les entreprises cachaient-elles des infos de sécurité essentielles entre elles et au public ? La saison K2 de 2025 a révélé la triste vérité sur ce qu'était devenu l'alpinisme commercial.
Les entreprises laissèrent les alpinistes affronter des dangers inutiles, plutôt que de partager des informations qui pourraient nuire à leurs affaires. Ils ont privilégié leur réputation plutôt que des vies humaines, et lorsque des gens étaient inévitablement blessés, cela était considéré comme une perte acceptable de plus lors de l'ascension de la montagne la plus dangereuse du monde. Le K2 a toujours été mortel. Ce n'est pas nouveau. La montagne sauvage s'est forgé sa réputation bien avant 2025, mais les morts d'Iftikhar Hussain et de Guangjing n'étaient pas simplement le tribut habituel de la montagne. Les conditions de sécheresse, les coupures de communication, les guerres de tentes, la rétention d'informations de sécurité, toutes ces défaillances humaines avaient transformé une montagne déjà dangereuse en quelque chose de bien plus mortel qu'elle ne devait l'être. Mais tu sais quoi? Il y avait aussi des héros dans cette histoire. De vrais héros ayant préféré l'intégrité à la gloire et la sécurité au sommet. Terry Sylvester, guide principal de Madison Mountaineering, a annulé son expédition après avoir atteint le camp 1. Malgré la présence de Ryan Mitchell, un alpiniste populaire avec un grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, dans son équipe, Terry Sylvester a observé les conditions de chute de pierres et a dit « Non, c'est trop dangereux ». Ryan Mitchell était anéanti après des années de préparation pour le K2. Il avait documenté tout son parcours sur les réseaux sociaux. Ses fans pensaient molli qu'il irait au sommet, mais Sylvestre a préféré sauver son client plutôt que sa réputation et ils sont rentrés. D'autres héros sont apparus lors des opérations de sauvetage. Quand l'alpiniste polonais Waldemar Kowalewski s'est fracturé la jambe à 6500 mètres sur le Broad Peak, 3 Sherpas népalais ont volontairement mené une mission de sauvetage très périlleuse. Ils ont escaladé sans acclimatation pour sauver un inconnu, mettant leur sécurité en danger. Et il y avait aussi des héros dans la communauté médicale. L'alpiniste pakistanaise Niyala a collaboré avec le gouvernement pour installer des structures médicales semi-permanentes près du camp de base du K2. Ces camps proposaient des soins gratuits aux porteurs et alpinistes, sauvant probablement des vies lors des expéditions. Le gouvernement pakistanais a aussi lancé d'importantes réformes. Le coût des sauvetages en hélicoptère a été réduit de 26 000 $ à moins de 10 000 $, rendant les évacuations d'urgence plus accessibles. De nouvelles politiques exigent désormais un seul hélicoptère pour les sauvetages, simplifiant ainsi le processus. Mais peut-être que le plus grand héros était la montagne elle-même. Le K2 avait montré ce qui arrive quand les pressions commerciales priment sur la sécurité. Lorsque la compétition devient plus importante que la coopération. Lorsque la fièvre du sommet obscurcit le jugement au point que les gens sont prêts à tout risquer pour une photo au sommet. La saison 2025 du K2 s'est achevée avec 41 sommets et 2 décès, soit près de 5% de mortalité. Pour mettre en perspective, c'est près de 5 fois supérieur au taux de mortalité de l'Everest. Surtout, cela a révélé des problèmes majeurs dans le fonctionnement de l'alpinisme commercial sur les sommets les plus dangereux du monde. La discrétion de la saison, le manque de partage d'informations et la poursuite d'activités dangereuses par certaines entreprises interrogent sur les priorités de l'industrie. Depuis la fin de la saison, on réclame des réformes majeures, une meilleure communication entre équipes, le partage obligatoire des informations de sécurité et un contrôle gouvernemental plus strict des sociétés d'expédition. Certains suggèrent d'annuler automatiquement les ascensions quand le danger atteint un certain seuil, car le sommet restera, mais pas ceux qui l'escaladent, à moins de prioriser leur sécurité. Certaines histoires s'écrivent dans la neige et la glace, mais les leçons de la saison 2025 étrange du K2 sont inscrites dans quelque chose de bien plus permanent. Les souvenirs de ceux qui l'ont vécu et l'héritage de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Soyez audacieux et courageux.